Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission CSV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Briolant, qui est CEO et co-founder de Human Linker. Comment vas-tu, Thibaut? Eh bien, écoute, ça va super bien dès là et je reviens de congé il y a quelques jours en pleine forme et je te remercie en tout cas pour l'invitation. Je te remercie aussi pour d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler principalement du futur de la vente. On va aussi parler de personnalisation. On va aussi parler de ton logiciel SaaS. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à quelques mots et nous raconter un petit peu ce que tu faisais en tant Ouais. que sales avant de créer ta propre société? Ouais, carrément. Donc je suis Thibaut Briolant, je suis le CEO et cofondateur, comme tu le disais, de Human Linker. Donc on est une sales tech française. J'ai 30 ans, je suis basé à Montpellier. Donc ça fait maintenant 12 ans que je suis dans le monde de la vente. J'ai commencé dans la vente juste après le bac. Donc j'avais 18 ans et en fait j'ai commencé par faire de la vente de menuiserie en porte-à-porte à côté de Montpellier. Et donc là c'était vraiment du B2C. T'as pas de territoire, pas de fichier client. T'as un peu rien et tu prends ton calepin, des flyers et tu vas dans un village et tu essayes de prendre des rendez-vous en sonnant aux portes, en constatant d'un besoin particulier, tu vois. Arrive à identifier, on t'apprend un peu à identifier les pain points à l'extérieur de la maison et donc du coup, bah, tu essayes d'accrocher, de créer, tu vois, même à l'époque, il y avait des icebreakers en porte-à-porte pour essayer d'obtenir un meeting. Donc avec toute une partie aussi heu, cold call et cetera, donc hyper intéressant. Donc j'ai vraiment commencé comme ça, un peu dans le dur, c'était hyper intéressant. C'était quand même des ventes qui étaient pas, c'était pas de l'hyper transactionnel non plus, c'était pas de la vente one shot, hein, du tout. C'était en plusieurs rendez-vous, c'était quand même des deals assez, potentiellement assez gros, à plusieurs dizaines de cas, si c'était, la rénovation entière de la maison aussi. Et puis après assez rapidement, je suis rentré dans le digital, j'ai bossé dans différentes startups, tech, plutôt SaaS B2B et AdTech, donc des technologies aussi publicitaires. Et donc en fait, j'ai toujours été attiré par le milieu entrepreneurial et aussi faire partie des premiers commerciaux des aventures. Toujours hyper stimulant en fait d'arriver, de mettre en place aussi les choses, les process, signer les premiers deals. C'est toujours un peu, voilà, c'est un peu un esprit un peu de pionnier. C'est souvent des aventures qui sont un peu éprouvantes aussi, difficiles. Il faut aussi se creuser un peu les méninges pour essayer d'arriver à trouver les clés pour déminer, je dirais, un peu la croissance de la boîte. Donc voilà, donc plein de riches enseignements. Et la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé, je dirais vraiment en tant que salarié, c'est une boîte AdTech dans laquelle j'ai bossé pendant quasiment 3 ans. En fait, on a fait le passage de 4-5 collaborateurs dans un grenier à 50-60 salariés en France, aux US. Et donc dans un marché assez compliqué aussi, fortement impacté par la RGPD, mais sur lequel j'avais un rôle assez clé au début de l'aventure, passer le cap du 1er million d'euros de CA, et cetera. Et ça m'a motivé ensuite à monter une première structure d'accompagnement sur les sujets commerciaux et puis in fine Human Linker que j'ai créé avec Régis Viard il y a il y a quelques temps maintenant. Euh, Merci beaucoup pour cette présentation. La question logique qui suit cette présentation, c'est pourquoi est-ce que tu as créé Human Linker et à quelle problématique tu t'attaques aujourd'hui? Ouais, en fait, bah, de toute manière, je dirais dans les 12 dernières années, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de la prospection. Et en fait, on m'a toujours enseigné plutôt des approches, je dirais, smart et intelligentes de prospecter. Dès l'époque de la vente de menuiserie en porte-à-porte, tu vois, j'essayais d'identifier, comme je le disais, à l'extérieur de la maison s'il y avait un besoin potentiel. J'essayais de noter, tu vois, sur mon carnet des petits signes un peu spécifiques qui permettront d'accrocher a posteriori en fait la personne quand je vais appeler. Et pour essayer de rajouter vraiment ce côté un peu je me suis vraiment intéressé à vous, je suis vraiment passé devant chez vous, j'ai vraiment regardé en fait qui vous étiez et quels besoins particuliers vous pouvez avoir. Et en fait, ça a toujours été un peu dans mon mode de fonctionnement au niveau commercial. Et en fait, ce que nous, on a observé dans les 3-4 dernières années,
c'est qu'il y a eu en fait de nouvelles pratiques qui ont été mises en place dans les équipes commerciales, qui étaient notamment d'utiliser beaucoup d'outils pour hyper automatiser le process, notamment sur la prospection. Et en fait, ben, c'est des outils super parce que ça permet de gagner du temps sur des tâches qui sont hyper chronophages. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les ont utilisés à mauvais escient. Et ça a créé en fait je dirais un scénario un peu inverse qui est de la sursollicitation en fait de la plupart des décideurs, le fait qu'on reçoit aujourd'hui énormément de sollicitations par message, LinkedIn, par email, par téléphone, etc. Et en fait, on n'arrive plus à savoir si les prises de contact de tel et tel commerciaux, elles sont valables ou pas, est-ce qu'elles créent un max de valeur ou pas. Et en fait, avec des taux de retour en prospection qui sont extrêmement faibles. Et donc, en fait, nous, on a voulu tacler cette problématique-là avec Human Linker pour permettre aux équipes commerciales d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée dans leur démarche au quotidien, générer une performance beaucoup plus puissante aussi, puisque tu vois, les taux de retour en prospection aujourd'hui sont aux alentours de 2%. Donc, c'est extrêmement faible. Tu vois, dans la plupart des Ouais. boîtes, tu te dis, ah non, mais on fait de l'outbound, bien entendu, il faut en faire, c'est plus vital que jamais d'en faire. Par contre, on n'arrive pas à casser le plafond de verre. Et en fait, comment on arrive à d'un côté, solliciter plein de gens, mais de l'autre côté, avoir une approche suffisamment personnalisée, qualitative pour qu'en fait, ça les pousse à répondre. Et donc, en fait, nous, on s'attaque à ce sujet-là et notamment, voilà, in fine, d'arriver à hyper personnaliser à plus grande échelle. Et nous, on est un AI Sales Assistant. Donc, on est là pour assister les SDR, les accounts exécutifs dans leur quotidien. Et donc, ça part vraiment de problématiques que moi, j'ai vécues au niveau personnel et des problématiques que mon associé a vécues aussi, puisque il a fondé une boîte qui l'a amené à plusieurs dizaines de salariés, plusieurs millions d'euros de CA, et toujours avec des douleurs sur ces sujets de, de prospection, etc. Donc voilà. Donc, on a choisi de tacler ces sujets de vente personnalisée, vente qualitative. C'est d'abord plutôt attaquer aux équipes de vente qui ciblent des grands comptes parce que c'était déjà des pratiques qu'ils avaient l'habitude de faire, tu vois, de personnaliser, de faire plutôt des emails one-to-one à la main, d'avoir bien recherché des choses en amont parce que si tu cibles la mauvaise personne au mauvais moment avec le mauvais copywriting, c'est une perte de temps en fait C'est ça. direct. Et en fait, dans les derniers mois, il y a eu, si tu veux, une montée en puissance de ce sujet-là, puisque les taux de retour en prospection, ils ne font que diminuer. Et donc, nous, on est là, en fait, pour permettre aux équipes de multiplier par 10, par 20, par 30 leur taux de performance. Et donc, c'est un gros challenge et c'est aussi un énorme marché. Et donc peut-être avant de rentrer sur la partie intelligence artificielle, j'aurais juste une petite question par rapport à la remarque que tu as faite par rapport au taux de réponse qui est vraiment très très faible. Aujourd'hui, voilà, on remarque quand même que les décideurs sont bombardés de messages quasiment quotidiennement. Donc ils reçoivent des messages des fois qui sont bons, des fois qui sont très mauvais. Aujourd'hui, voilà, donc dès qu'on reçoit un petit email de quelqu'un qu'on connaît pas, on a tendance à directement zapper. Tu as parlé ici d'hyper personnalisation. Euh, Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui d'un côté, donc avoir une approche qui est hyper personnalisée, donc vraiment cibler les personnes qui sont dans notre cible, et d'un autre côté faire du volume, parce qu'on sait bien, à part si on vise des grands comptes, alors là on a vraiment on va dire une prospection qui est très très qualitative, mais pour la plupart des entreprises, ben, ils vont peut-être pas cibler des grands comptes, mais comment allier un peu les deux? Mhm. Personnaliser, hyper personnaliser, voire, et d'un autre côté, faire du volume. Ouais. Comment est-ce Ouais, qu'on pourrait appeler les deux? ouais, bien sûr. De toute façon, c'est la grande question, hein, tu vois. Donc la manière de voir les choses aujourd'hui, déjà, c'est si on veut toujours faire du volume en full automatique, et que à un moment donné, le SDR, par exemple, il n'a pas sa propre intelligence, il ne relie pas un peu les messages, il n'amène pas sa touche, sa finesse, etc. Il y a un jour où les SDR vont disparaître. Tu vois. C'est une réalité. S'il n'y a pas justement ce plus que l'IA potentiellement ne peut pas faire aujourd'hui, il y aura une disparition de ce métier-là. C'est pour ça que nous, on est quand même assez convaincus qu'on peut en effet faire de l'hyper-personnalisation à grande échelle. Tu vois, on va d'ailleurs faire des avancées technologiques assez importantes dans les 3 prochains mois sur la thématique où on sera en capacité de générer sur la base par exemple, d'un fichier SalesNav, d'une recherche SalesNav sur 100, 200, 300, 400, 500 personnes, automatiquement une séquence hyper personnalisée sur laquelle on adapte par rapport au style de communication préférentiel de la personne, puisqu'on aura analysé sa personnalité au préalable, on aura analysé les événements marquants dans sa boîte dans les derniers mois,
Est-ce que ça recrute? Est-ce que ça recrute pas? Est-ce qu'en ce moment, c'est 70% de recrutement qui sont sur les sujets business? Est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle poste sur LinkedIn pour créer des accroches qui soient custom, etc. Ça, on sera capable de le faire à grande échelle. Tu vois. Donc ça, c'est une réalité. Pour pouvoir y personnaliser à grande échelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir accès à énormément d'informations sur l'entreprise que tu cibles. Il faut avoir accès à énormément d'informations sur la personne que tu adresses. Est-ce qu'elle part dans des podcasts, des interviews? Sur quoi elle poste sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi savoir comment en fait il faut interagir avec cette personne, parce que toutes les personnes ne fonctionnent pas de la même manière, tu vois. Il y a des gens, ils vont adorer des emails où tu vois, c'est extrêmement straight to the point, c'est 2 lignes, c'est même presque un peu violent parce que c'est là pour, tu vois, les challenger très fortement, etc. Il y a même pas, il y a même pas de bonjour, etc. Et il y a d'autres gens qui vont détester ce type d'approche, tu vois. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses qui évoluent comme ça et ça va dans le sens aussi où nous, on a fait une acquisition en avril qui est une technologie d'analyse de personnalité basée sur le disque. Donc, c'est une des grandes méthodologies qui permettent de mieux comprendre les interlocuteurs. Et en fait, on arrive à adapter toute la tonalité du message grâce au disque. Et ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement différenciant et qu'on va pouvoir adapter aussi sur une approche un petit peu plus volumique. Donc ici, concrètement, comment est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut nous aider à hyper personnaliser? Elle intervient où et à quel moment? Elle intervient en fait, si tu veux, à la fois donc nous, comme je te disais, on travaille sur 3 briques: la compréhension du compte, la compréhension de chaque personne et derrière la manière de faire du copywriting. Donc typiquement, en fait, nous, on va avoir de l'IA à 3 niveaux. L'IA à la fois pour récupérer, analyser, si tu veux, détecter des triggers, des signaux, par exemple, dans l'entreprise. Parce qu'on sait que la vente et la prospection, c'est une histoire de momentum aussi. Il faut arriver au bon moment. Donc typiquement, on va avoir des signaux qui vont être on va pouvoir détecter, analyser, tu vois, à grande échelle, un rapport annuel d'une boîte, un article de presse qu'on n'aura pas du tout le temps de lire, et on va pouvoir le synthétiser, le summariser très rapidement, arriver à passer au peigne fin, je sais pas, 30 posts LinkedIn d'affilée pour avoir une synthèse de qu'est-ce que la personne a l'habitude de poster, etc. Tu vois. Donc l'IA, elle peut déjà faire gagner énormément de temps comme ça sur la manière de comprendre l'entreprise cible et la personne cible. Après, l'IA amène aussi, et donc là, c'est par exemple, c'est notre brique de disque, une compréhension de l'interlocuteur pour comprendre comment on doit adapter ses propos. Et puis après, ben, le Graal, bien entendu, c'est de connecter tout ça avec OpenAI. Donc, nous, en l'occurrence, on est connecté à GPT-4 et la possibilité d'avoir des messages craftés de manière hyper personnalisée, comme ça, en quelques millisecondes. En fait. Et ça, c'est la grosse avancée qui fait que avant l'IA, la personnalisation, c'était quelque chose pour les équipes de vente grand compte. Et maintenant, c'est une réalité pour même les commerciaux qui vont cibler des petites, voire des moyennes entreprises. Tu vois. Parce que cette IA rend en fait la personnalisation actionnable en quelques millisecondes, alors qu'avant, c'était hyper chronophage. Il fallait faire plein de recherches, il fallait passer beaucoup de temps à analyser la personne. Et en fait, nous, les retours qu'on avait, tu vois, avant qu'on puisse aider aujourd'hui des équipes de vente qui ciblent des petites et moyennes boîtes, quand on montrait notre technologie historiquement, avant l'IA, enfin, avant l'IA générative, ben, en C'est fait, ça. ça nous disait, mais nous, on n'a pas le temps. En fait, ça, c'est vraiment pour les équipes de vente grand compte. Et donc, en fait, on a fait des grosses avancées là-dessus pour pouvoir aider un petit peu tout le monde. Donc, en gros, pour conclure, l'IA permet tellement de faire gagner en fait du temps et permet d'élever en fait le niveau de jeu de la plupart des commerciaux. Et d'ailleurs, je reprends un point dont tu as parlé tout à l'heure, qui était de dire, OK, mais comment on arrive à faire la différence dans un contexte où les décideurs sont hyper sollicités? C'est aussi avoir une approche qui soit maligne, qui soit intelligente. Si tu arrives au bon moment, sur le bon canal, avec le canal privilégié de la personne, etc., avec un copywriting spécifique, peut-être en venant de la part de quelqu'un, en ayant vu un post LinkedIn dans lequel la personne elle parle de ça, en ayant customisé son objet. Il y a plein de techniques comme ça qui permettent de sortir du lot. Tu vois. Il y a peut-être aussi, tu vois, le fait d'envoyer quelque chose en offline, tu vois. Donc, il y a des technologies qui existent, comme par exemple Jeudi Merci, où tu peux envoyer quelque chose, une petite carte postale, un truc au siège de la boîte, des choses comme ça. Ça, tu peux l'automatiser, en fait, et en fait, tu sors du lot. Tu vois, et je pense qu'on est une époque qui est particulière, avec, tu vois, contexte économique qui est assez peu favorable. Et en fait, ce que doivent faire les commerciaux aujourd'hui, c'est arriver à sortir du lot par rapport aux autres, en fait, par rapport à la masse qui utilise des templates, qui bombardent et qui ont finalement des taux de retour qui sont nuls. Et en fait, la question à se poser dans les boîtes, c'est OK, comment je fais différemment des autres, en fait?
comment je fais différemment pour avoir des taux de performance qui sont pas comme la majeure partie des boîtes aujourd'hui, qui sont ridicules. Et donc, et selon toi, aujourd'hui, quelle est la principale différence entre la prospection, comme on faisait ça, enfin, la prospection, comme on dirait, d'hier et la prospection Mm. de demain? Est-ce que tu vois Ouais. toi qui es en plein dedans, est-ce que tu vois des tendances, peut-être des choses qu'on fait Ouais, maintenant, qu'on ne fera plus tard, ou inversement? ouais. Déjà, la grosse tendance, déjà, c'est que il y a le ras-le-bol massif de tout le monde sur les templates où on sait très bien que la personne, elle a copié-collé un truc. C'est-à-dire que maintenant, franchement, tu n'as pas besoin d'être le CFO d'une boîte du CAC 40 pour détester quelqu'un qui t'envoie un template. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont avoir une boîte tu vois, je prends mon exemple à moi, par exemple, tu vois, nous, on est une boîte d'une dizaine de collaborateurs, on est une startup, on est une petite structure. Et en fait, bon, bien entendu que je suis sensible à ce sujet-là parce que c'est un sujet sur lequel je travaille au quotidien. Mais la réalité, c'est que quand je reçois un message de prospection, et franchement, j'en reçois énormément, tu vois, de gens qui veulent nous vendre du recrutement, des bureaux, un peu de tout. En fait, je vois très bien la différence quand c'est un template et quand c'est quelqu'un qui a pris le temps, entre guillemets, même s'il l'a fait en partie avec de l'IA, etc. Mais en tout cas, ce message, il m'est destiné à moi, tu vois. Donc, je pense que le premier sujet, c'est le ras-le-bol massif des gens et donc, du coup, l'obligation pour les commerciaux de faire différemment, tu vois. Donc ça, pour moi, le constat, il est un petit peu là. Et puis après, qu'est-ce qu'on faisait avant qu'on ne fera plus aujourd'hui? Ben, c'est notamment, tu vois, toute la recherche d'informations, etc., qui était hyper chronophage. On le fera moins. On sera mieux obligé de lire énormément de contenu, énormément de choses, écouter tel podcast de telle personne pour pouvoir mieux arriver à comprendre. Tout ça pourra être summarisé, etc. Et l'IA amène de la créativité aussi, en fait. Ça permet de pousser le commercial en disant, mais voilà, peut-être par rapport à tel point de données, tu pourras peut-être faire telle hypothèse, plutôt telle hypothèse, tu vois. Et ça, c'est bien en fait. Ça amène de la créativité, ça donne des idées aussi aux équipes. Donc, c'est peut-être une dernière question ici par rapport à la première partie. Toi qui as été commercial donc en tant qu'employé, aujourd'hui tu travailles vraiment avec ton SaaS au cœur de la prospection. Mais quel conseil tu donnerais aux commerciaux aujourd'hui pour mieux prospecter en 2023? Que ce soit des personnes qui démarrent ou des personnes qui sont dans la prospection et qui veulent Ouais. améliorer ça. Ouais, ben moi, le conseil que je donnerais, si tu veux, c'est de faire extrêmement attention forcément aux messages qui vont être envoyés parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, la réputation de l'entreprise qui est en jeu. Bien souvent, en fait, on dit oui, les gens qui prospectent, les SDR, etc., c'est c'est le premier poste et autres. Mais c'est un poste qui est crucial, en fait, dans les entreprises. Parce que la réalité, c'est que tu peux te cramer une marque aussi ou une boîte en fonction des pratiques des commerciaux. Tu vois, les SDR, ils sont en première ligne. Donc, en fait, si eux, ils font n'importe quoi, qui ratissent le marché, qu'ils envoient des messages à tout le monde, qui ont ni queue ni tête, etc., c'est hyper compliqué. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de dire, OK, faut pas se focaliser sur des centaines de milliers de contacts, etc., tu vois. Vaut mieux, en fait, se dire, OK, chaque semaine, je me prends une liste de X comptes. Dans ces X comptes, je sélectionne vraiment les bonnes personnes avec lesquelles il faut échanger. J'essaye, pas besoin d'y passer 15 minutes, tu vois, comme je le disais, il y a des IA maintenant qui permettent de gagner du temps, d'avoir un peu quelques billes rapidement, tu vois. Mais c'est juste de rajouter un tout petit peu plus de préparation et de qualité. Et je prends un exemple même pour du call, en fait, tu vois. Quand tu passes un appel téléphonique, si tu veux créer une bonne connexion dès le début, bah, tu vois, vaut mieux que tu saches quand même à qui tu vas parler, quoi. Si tu appelles, je sais pas, bonjour, et tu déroules ton truc, ça marche pas, en fait, tu vois. Ça peut marcher dans certains cas de figure, sur des trucs plus transactionnels, B2C, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire la différence, quoi, tu Parfait, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. On va passer vois. à Ouais. la deuxième partie de l'émission ici où je vais te poser certaines questions assez courtes. Je vais commencer par la première. Toi qui as eu une expérience donc, dans le domaine de la vente, quel a été le meilleur conseil que tu as donné Ouais. en tant que sales? Alors je pense que c'est un conseil même encore plus global que sur des sujets sales, mais c'est d'éviter en fait de se mettre, tout le temps trop de barrières et de toujours voir le négatif en fait des situations, tu vois? Parce qu'en fait
tu te pollues un peu la tête avec toujours voir le pire scénario, etc. C'est important d'avoir des projections, etc. Mais je pense que justement, tu vois, il faut avoir l'esprit clair et en fait, il faut aussi foncer, tu vois. Il y a des moments, faut pas se poser 36 000 questions, il faut y aller et il faut pas cogiter pendant 1000 ans pour actionner des choses, quoi. Et le pire conseil? Le pire conseil qu'on ait pu me donner, c'est vas-y, vas-y. Alors, on va pas donner ce conseil-là 1000 fois dans ma vie, mais non, vas-y, tu peux y aller au talent, on s'en fout, de toute façon, tu verras, ça va passer. Donc ça, en réalité, c'est le Ça pire passe pas. conseil. C'est le pire conseil parce que y aller comme ça au talent, et en fait, tu vois, j'avais une discussion ce matin avec quelqu'un qui a une très très grosse carrière dans des boîtes américaines, etc., sur un job de CEO pays. Et en fait, il disait que dans les pays, en fait, notamment en Europe, les gens voient la vente comme un art, tu vois. Alors que la réalité, c'est que la vente, notamment dans les pays anglo-saxons, c'est vu plutôt comme une science, tu vois. Et la réalité, c'est que le truc de on y va au talent, de toute façon, ce commercial-là, il est bon, il a le bagou, etc. En fait, ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Ça existe pas. Alors bien entendu que, tu vois, il faut être un bon communicant, et cetera, pour être commercial, mais la réalité, c'est que ça suffit pas, tu vois? Donc tu peux pas arriver au talent, même si tu vends, un truc à 500 € que tu vends, j'en sais rien, comme je vendais à l'époque, ou un truc à 3 000 €, tu vends, une porte de garage à quelqu'un. Tu peux pas arriver comme ça, tu vois, sans préparation et arriver au talent, ça marche pas. Et pour toi, l'outil indispensable pour un sales aujourd'hui en 2023? J'ai envie de te dire Humalinker, mais j'ai pas Ouais. forcément trop prêché dans la paroisse, mais je pense que l'outil indispensable déjà à une première base, c'est déjà d'avoir un CRM, tu vois? Ouais. C'est déjà avoir un CRM, de loguer sa data sur ses prospects, qui est client, qui est prospect, d'avoir un historique, tu vois? Moi, le un truc que je déteste le plus, c'est quand il y a un commercial qui revient me voir 9 mois après et qui a complètement zappé qu'il m'a parlé il y a 6 mois, tu vois? Ça, pour moi, c'est inadmissible, en fait. Tu Ouais. vois? Alors que Ouais. si c'est logué dans un CRM ou alors il y a, j'en sais rien, la personne est partie, il y a un nouveau collaborateur qui rentre dans la boîte et il va dire: «Vous avez échangé avec ma collègue Muriel il y a 6 mois». Mais en fait, ça montre que la donnée, elle est loguée, qu'il y a un historique, qu'il y a des choses. Ça montre que c'est pas le bordel, en fait, tu vois? Ouais. Et ça, pour moi, c'est la base, tu vois? Si tu as pas un CRM où tu as au moins qui est client, qui est prospect, l'historique des choses qui s'y passent, les opportunités, tu peux pas bosser, quoi. Et après, bien entendu, tu as des outils connexes au CRM pour accélérer, Human Linker et plein d'autres outils, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, c'est la base. Ta plus grosse erreur en tant que commercial? La plus grosse erreur, c'est potentiellement de vouloir brûler certaines étapes, tu vois. Quand tu es jeune commercial, tu as tellement envie de signer, tu as tellement envie d'avoir le deal, etc., que des fois, tu peux zapper des étapes, tu peux oublier telle ou telle chose. Telle ou telle chose. Donc ça, il faut faire attention. Et après, je pense qu'une des erreurs sur lesquelles il faut faire hyper attention, et je pense que tout le monde est tombé un peu dedans, c'est quand tu écoutes un prospect, bon, il vaut mieux quand même beaucoup plus Mmh. écouter son prospect que parler, euh, c'est interpréter des choses qu'il n'a pas dit, mais toi, tu assimiles ces choses-là comme s'il les avait dites. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et ça, c'est hyper délicat parce que tu vas toi-même te convaincre de choses que ton prospect n'a pas dit, tu vois. Ah oui, mais s'il a dit ça, c'est que il doit y avoir aussi ça, tu vois. Mais bon, il l'a pas dit, donc t'es pas sûr. Et en fait, Ouais. tu peux rentrer dans un cheminement où tu penses que, mais en fait, c'est peut-être pas ça. Et en fait, ça peut t'amener dans des mauvais chemins. Ce que tu détestes le plus en sales? Ce que je déteste le plus en sales, moi, c'est quand la vente, elle est un peu trop longue, avec, les achats, trucs et cetera. C'est pas ce que j'ai fait le plus dans ma carrière, tu vois? Moi, j'ai plus fait des deals je dirais entre, 10 et 100K que des deals à 100 000 300 000 €, tu vois? C'est moins ce que je sais faire, en fait, tout simplement. Donc en fait, tout cet aspect un peu après, tu sais, très, procédure, legal et cetera, j'aime un peu moins, en fait, ça. Donc voilà. Donc c'est un peu ce que moi j'aime moins. Il y a des gens qui sont très bons pour ça. Un livre, un podcast ou une vidéo
qui a changé soit ta vie ou soit ta vision de Ouais. la vente? Ouais, alors il y a plusieurs livres. Il y a un livre qui est très bien que je recommande, qui est le livre d'une de nos advisors, qui s'appelle Caroline Franzia, qui est Popcorn for the New CEO, qui est vraiment intéressant. Ça permet de prendre du recul. Elle a construit le livre sur la base de pas mal d'échanges avec des fondateurs de startups, Predictable Revenue aussi, qui est hyper intéressant. Moi, j'aime bien après écouter des podcasts, le podcast de Mathieu Stéphanie par exemple, et au contraire, plus pour m'ouvrir en fait l'esprit et sortir que des sujets sales, mais comprendre aussi en fait comment ça se passe dans d'autres boîtes euh, qui peuvent être du B2C, qui peuvent être plein d'autres choses, mais en fait, ça te permet de prendre du recul, tu vois, et potentiellement arriver avec des idées créatives aussi, tu vois, sur des sujets commerciaux plus B2B. Et puis après, bien entendu, j'écoute des podcasts, des podcasts sales, tu vois. Il y en a plein, tu vois, celui d'Up2, les héros de la vente. Ça, c'est plutôt sur des podcasts français, de Sales Game, de Elric aussi. Enfin voilà, pas mal de podcasts comme ça, quoi. Et la toute dernière question, 3 personnes que tu recommandes, que je dois absolument inviter ici sur l'émission. Ouais, alors je pense que tu pourrais parler, par exemple, avec Thomas Ebrard de Catalyse, qui est aussi une sales tech, qui va aider les équipes de vente grand compte, tu vois, dans leur cheminement et notamment sur la base du Mutual Action Plan. Donc vraiment, tu vois, arriver à aligner en fait toutes les équipes en interne autour en fait d'un objectif sur un deal. Donc tu peux, à mon avis, inviter Thomas, ça sera très enrichissant pour toi. Tu peux inviter aussi Denis Cohen de Drop Contact, qui pourra t'amener pas mal de belles choses sur la data, sur les gros enjeux de nettoyage des CRM, les réalités de la data dans la vente, etc. Ça, je pense que c'est assez intéressant. Et je pense qu'ensuite, tu pourrais inviter Camille Matisse, qui est le CEO de Conquistador, qui développe, pareil, de très belles choses en France, notamment au Pays Basque, qui est un endroit qui m'est cher, de par mes racines familiales, et qui développe pas mal de belles choses aussi sur le no-code, dans le growth, etc. Et avec une belle expérience aussi sur les sujets business. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps et tes réponses. Yes. Thibaut, juste peut-être une dernière chose pour ceux qui veulent te contacter, Ouais. une fois qu'ils ont vu l'épisode, où est-ce qu'on peut te trouver? Bah écoute, direct sur LinkedIn, vous pouvez m'ajouter, m'envoyer un petit message avec grand plaisir pour discuter, échanger. Puis après, vous pouvez aller directement aussi sur le site de Human Linker, avoir accès à des infos sur nous, sur l'équipe, sur ce qu'on fait. Vous pouvez tester l'extension Chrome gratuitement aussi du Human Linker. On a un plan free. Il y a 10 crédits à utiliser par mois, donc à votre dispo. Dans l'extension, on peut prendre contact directement avec les équipes aussi. Et puis après, je suis dispo par email aussi, thibaut@humanlinker.com. De toute façon, tout le monde a les emails de tout le monde maintenant, donc il Non, n'y a pas grand-chose. effectivement. En tout cas, merci beaucoup Thibaut. Je mettrai le lien de ton LinkedIn en description. Donc, je te remercie pour Ouais. ton temps, d'avoir accepté l'invitation et pour l'échange. On se dit à très bientôt. Salut Abdella, merci beaucoup. À Allez, bientôt. merci. Ciao.